Bonsoir. Dans un des romans qui a été cité, dont je ne vais pas dire lequel, le policier est confronté à, je dirais, à un crime qui a été commis lorsqu'il était jeune. Et à un moment donné, il est tenté de se faire justice lui-même. Alors je voulais profiter lâchement de la présence de personnes des forces publiques pour dire, est-ce que c'est le genre de cas à un moment donné où, malgré la loi, malgré voilà, tout cela, vous dites à un moment donné, est-ce que je peux pas? Alors oui, alors on va deviner de qui il s'agit. Donc, est-ce que c'est pas à un moment donné une question que vous êtes posée un jour sur une affaire, ou je ne sais pas, un cas un peu extrême qui vous touchait, vous vous êtes dit, est-ce que je peux pas me faire justice moi-même? Je ne sais pas, enfin, en tout cas, c'est peut-être une tentation. Alors là, dans ce livre-là en question, le cas se pose, mais est-ce que ce cas vous êtes posé un jour dans votre vie professionnelle? Alors, pour reprendre les bases, on a des libertés auxquelles on ne peut pas toucher. La vengeance en est une. Mais comme la vengeance laissée à l'homme amène vers le chaos, on a un jour compris que cette liberté-là, la liberté de si on m'attaque, je peux répondre, donc je peux me venger, je peux demander une peine, et cette peine c'est moi qui la décide, mais comme on a tous un cerveau différent et des émotions différentes et une sensibilité différente, je peux répondre par un coup de fusil à une gifle. Donc en fait on s'est séparé de cette liberté et on l'a laissée à une institution, l'institution justice. Et tant que cette institution justice nous rend justice et applique une peine qui, moi, va me satisfaire dans le dol que j'ai reçu, dans la douleur que j'ai reçue, dans la peine que j'ai reçue, alors la société peut fonctionner. Dès le moment où la justice ne réussit pas à payer la peine que j'ai reçue ou la douleur que j'ai reçue, alors effectivement, on va commencer à se poser des questions. Mais pour l'instant, cas un cas, à part quand il s'agit du 1% ou des gens intouchables, sur le commun des mortels, la justice fonctionne plutôt bien. Voilà, dès qu'on commence à être millionnaire, ça commence à être un peu plus compliqué de les foutre en tôle, ou même ne serait-ce que de les convoquer. Mais pour l'instant, c'est pour ça qu'il y a un vrai problème aujourd'hui. C'est pas un problème de justice, c'est un problème de justice à double vitesse. C'est ça que les Français comprennent pas très très bien. Mais pour l'instant, la justice du quotidien, pour les gens lambda qui sont vous et moi, elle fonctionne plutôt bien. Résultat, on n'a pas cette nécessité ou cette envie, ou alors à un moment donné, ça c'est normal, c'est une sorte d'animalité qui fait que quand ça nous touche nous, quand ça touche ma sœur ou mon petit frère, j'ai envie de faire quelque chose, il faut que je me rappelle qu'effectivement cette liberté, la liberté de pouvoir se venger, elle a été laissée à une institution, l'institution justice. Sinon après ça devient assez problématique, ça devient le chaos, donc c'est pas possible. Après le but aussi c'est quand on a un vrai salaud, un pédophile ou un violeur en série. Nous, dans notre tête, notre seul but, c'est de devenir son meilleur pote. De lui offrir des clopes, de lui offrir des cafés, parce que ce qu'on veut, c'est qu'il parle. Et surtout qu'il arrive devant le juge d'instruction, ou le juge des libertés, ou n'importe quel juge, en bonne santé, parce que c'est la meilleure manière de faire casser une procédure. Moi, j'ai déjà vu des policiers qui, justement, se disaient « bah oui, mais ce type-là, on ne sait pas ce qu'il va avoir comme peine, je vais commencer à lui mettre des bourre-pifs un petit peu avant, comme ça, au moins, je me sentirai vengé. » Résultat, la vraie personne qui a été agressée, elle n'a pas été vengée du tout, parce que le mec a fait porter le juge d'instruction a dit mais quel est l'état de cette personne, et il l'a libéré immédiatement. Il a dit on va faire ça hors garde à vue. Donc c'est une très très mauvaise idée. On a des avocats qui sont là d'un bout à l'autre de la procédure, ils vont même être présents bientôt dans les perquisitions, si ce n'est déjà fait. Donc chaque interrogatoire, donc ça dissuade quand même un petit peu de passer au bourre-pif ou au botin, parce que au Minitel aussi à une certaine époque. Donc c'est quelque chose qui évidemment, c'est humain, je dirais. Après, ce qu'on peut écrire dans nos bouquins, ce qu'on peut ressentir et ce qu'on peut vivre, c'est un petit peu autre chose. Moi, j'ai eu la tentation des fois de mettre des grandes claques ou même pire, à quelqu'un qui avait fait vraiment des choses pires. Et quand on a la personne en face de soi, je pense qu'on ne réagit plus de la même façon. Tout ça, c'est un petit peu distancié, si vous voulez. Quand on est beaucoup de gens disent par exemple, moi si on faisait ça à mon fils, je le bute tout de suite. Bon, j'ai eu des affaires abominables de pédophilie, de mauvais traitements qui débouchaient sur des décès d'enfants. Tout à l'heure on a parlé de la victime, des femmes victimes, mais on parle aussi peu des enfants. C'est une femme sur tous les 4 jours qui meurt en France, mais c'est un enfant tous les 2 jours quand même. De mauvais traitements, voilà, donc il est vrai que c'est tentant parfois, mais
les gens disent souvent ça, j'ai souvent entendu. Enlevez-le devant moi parce que je vais le tuer. Et ça n'arrive jamais, quasiment. Parce que quand on est en face de la personne, quel crime affreux elle a pu commettre, on ne réagit plus de la même façon. Et, a fortiori, quand on est des professionnels, puisque là, on est obligé, comme le dit souvent Olivier, je reprends ta formule, de faire 3 pas en arrière pour respirer un peu et puis se dire qu'on n'est pas là pour se faire justice et faire justice aux autres, parce que c'est pas notre boulot. Et puis il y a un fantasme du monstre. On pense que le monstre, il existe. Le monstre, c'est très très rare, un monstre. Moi, tous les criminels ou les assassins que j'ai pu rencontrer, c'était des gens recroquevillés sur eux-mêmes, assis sur ma chaise d'audition, qui venaient de commettre l'acte tabou le plus impardonnable, c'est enlever la vie de quelqu'un. Le monstre qu'on voit au cinéma, il existe très peu, donc à chaque fois, on a des gens qui sont comme ça, le regard perdu dans le vide, qui paieraient parfois tout l'argent du monde pour pouvoir faire passer quelques heures en arrière et ne pas commettre cet acte. Et puis après, et alors là je vais faire bondir, l'acte aussi le plus incroyable, c'est effectivement le plus impardonnable, c'est la pédophilie. Mais il faut se souvenir que ce sont des gens malades. Et qu'effectivement, il n'y a pas de monstres, enfin si, il y a des monstres pédophiles, mais quand vous les avez en face de vous, vous avez des rien du tout. Vous avez des enveloppes creuses, vous avez des gens malades. Alors à un moment donné, cette haine de l'autre, elle s'affadit parce qu'en fin de compte, ça ne rentre pas dans nos cases. On adorerait avoir un super méchant à la DC Comics ou à la Avengers où on se dit ok, lui c'est bon, une balle dans la tête et c'est cool. Mais c'est pas ça qu'on a devant nous. Ce qu'on a devant nous, c'est des pauvres types, des pauvres nanas qui sont perdus, qui ont pris une mauvaise route. Et qui sont... Alors il y a des salauds, mais voilà, la plupart du temps, c'est quand même des paumés, et puis la plupart du temps, surtout quand on regarde leur profil psychologique, c'est des gens qui eux-mêmes déjà ont vécu des choses terribles. Alors à ce moment-là, on se dit que c'est beaucoup plus compliqué, cet acte homicidaire. De toute façon, en plus, l'acte homicidaire, il n'est pas en vous, il n'est pas dans votre ventre, sinon vous le seriez depuis longtemps. C'est très difficile. C'est déjà très difficile, ne serait-ce que de mettre une gifle à quelqu'un, ou de passer à la violence. Débattre avec les mots, se battre avec les poings, c'est très très compliqué de passer à cet acte de violence, et peu de gens se battent, peu de gens savent le faire. Résultat, en fait, ça marche pas, quoi. C'est vrai qu'ils font les malins dans la voiture, ils font les malins en perquisition, moi je suis en face de lui, je le défonce, etc. Puis en fait ils sont en face et ils font rien. Heureusement. Heureusement, c'est très bien. C'est quand même rassurant. C'est comme ça. Sinon, le cimetière ne suffirait pas. Une question encore. J'ai une question pour Nadine, Daniel et Jacques, parce qu'Olivier il a trop parlé. Concernant Nestor Burma, quand l'exercice de style pour un auteur d'écrire sur un personnage qui est déjà existant, est-ce que vous avez une bible du personnage à checker avec Non. un statut? Non, sérieux, je ne l'ai pas lu. Non, je blague pas, j'ai pas voulu. Mais bon, ouais, on vous l'a soumis quand même. Ah oui. Ouais. Oui. Ouais, J'ai pas voulu en tenir compte. vous avez une carte blanche. Non, pas exactement, elle est succincte. Parce qu'on ne va pas faire un Nestor Burma qui, de son époque, dans les années 50, c'est un Nestor Burma d'aujourd'hui. On a pas actualisé son... Ça se passe en Belgique. C'est pas pareil, parce que nous, on est à Paris, il a son bureau. Il a toujours son bureau rue des Petits Champs, avec les cariatides à l'entrée. Et puis voilà, il y a des choses que lui a léguées son maître à penser, qui s'appelle Louis Martinet dans l'histoire. Alors on s'en sert ou on s'en sert pas. Mais on ne peut pas dire dans un livre que Burma est grand, qui fait 1m90, 100 kg, et dans le suivant qui fait 1m50 et 45 kg. Donc il y a quand même un minimum descriptif qui va faire la base du travail. Bon, après, ça ne va pas très loin, franchement. Moi, je ne l'ai pas ressenti comme une contrainte. D'ailleurs, parce que ça aurait été très très casse-pied. Hein. Mais c'est un peu comme... c'est pas une bible au sens propre, je pense que c'est un cadre général, avec des petites cases qui ont été remplies, comme ça. Bon, voilà, il a son bureau. Moi, j'ai fait qu'il a une bagnole, je ne sais pas ce que c'est, d'ailleurs, moi j'ai mis qu'il avait une Smart. Voilà, c'est pas... Son assistante... Son assistante, bah oui, son assistante, pareil, il ne peut pas en changer tous les 4 matins. Quand il est à Paris, bon, voilà, c'est Cardiatou. Et puis il a son geek avec lui, Mansour, son pote. C'est comme James Bond, quoi. Comment? C'est comme James Bond, quoi. Vous avez un petit cadre avec oui, les voilà, personnages autour et après vous prenez les chemins de traverse. Pour Nadine, ça a sûrement été plus
peu différent parce qu'elle l'a expatrié, donc il est parti. Elle Il est parti apprendre du il vocabulaire. il a émigré en Belgique. Comment? Ah oui, qui Oui, me oui, renseigne bah le oui, oui, téléphone. mais bon, je me suis quand même tenue aux choses vraiment basiques, Ouais, mais tu l'as quand même fait. voilà, mais vraiment, j'ai survolé le truc, et, parce que moi, je sais que ça me bloque. Donc, ouais, je sais pas écrire autre chose que ce qu'il y a dans mon monde, dans mon univers, donc je l'ai transposé là-dedans. Une autre question. En fait, c'est pas une question, c'est juste une petite remarque. Puisque vous avez parlé tout à l'heure des anciens truands là, que vous fréquentiez, je voulais juste dire que le 30 octobre prochain, François Besse, qui était donc l'ancien complice de Nesrine et qui s'était évadé de la prison de santé, dédicacera son livre au musée du Barreau, donc 25 rue du Jour, Paris 1er, avec Jacques Pradel, et ils seront tous les deux les invités du musée du Barreau. L'ancien complice de François Besse, il est là. Oui, mais il était parrain d'un salon il n'y a pas longtemps, François Besse. Bon, bah, bientôt, pourquoi pas, hein. On a besoin les uns des autres. Hein. Tantôt, je faisais référence à Michel Papet qui avait écrit Les Liens du sang, qui était adapté au cinéma avec Guillaume Canet, François Cluzet et mon fils d'ailleurs, qui joue dedans. Pagadine, C'est mon gamin. Les frères Papet, ben oui, moi j'ai connu Bruno surtout, qui était policier à Lyon. Et son frère était voyou à Lyon. Bon, comme quoi, il n'y a pas de... même dans les familles. Hein. Ça s'appelle les liens du sang parce que c'est compliqué. Un jour, Jean Méga qui est entré dans mon bureau, un peu décomposé, il me dit il faut que je vous parle, il faut que je vous parle. On venait de recevoir, on avait encore les fiches de recherche à l'époque, tu sais, les fiches signalétiques. Là. Et donc, voilà, il me pose ça sur mon bureau, il me dit ben voilà, c'est mon frère, il était recherché pour le braquage. Voilà, c'est comme ça, une famille, hein, on ne choisit pas. Et puis on a parfois des relations qui sont particulières avec les criminels ou avec les délinquants. Moi je sais qu'il y avait un braqueur qui était, on va pas appeler ça un beau mec, mais qui avait une certaine morale, il n'y avait pas de violence, c'était plutôt des braquages intelligents. Et quand on a réussi à le serrer, en fait, je suis parti avec mon commissaire, et donc on l'a informé la veille qu'on allait venir l'interpeller, qu'il allait en prendre pour 15 ans, très probablement. Mais parce qu'ils avaient une relation, parce que ça faisait longtemps qu'ils se connaissaient. Donc il a pu passer une dernière soirée avec sa femme. On est arrivé chez lui sur le coup des 11h. Le juge était au courant qu'on allait le présenter donc à 14h, qu'on allait l'interpeller à 14h. On ne l'a pas du tout interpellé, on l'a prévenu. À 11h, on est arrivé, il a fait ses affaires, il embrassait ses enfants, il embrassait sa femme. Puis après, on était parti manger une entrecôte. Une entrecôte, frites, sauce au bleu, c'est ce qu'il voulait particulièrement. Donc voilà, on s'est bien tapé la cloche. Et puis après, on l'a déposé au juge et à aucun moment, on l'a frôlé d'une paire de menottes ou de quoi que ce soit. Il y a comme ça des relations qui peuvent se passer. Alors c'est quand même assez rare, c'est de plus en plus rare, mais ça a été ça quand moi j'ai commencé ma carrière de policier en 99. Qui a payé l'addition ? C'était nous, évidemment. C'était nous, évidemment. Bonsoir, je voulais savoir, parce que là on a plusieurs auteurs, à quel moment vous décidez qu'un personnage, au-delà du succès du roman, votre personnage peut devenir, on va dire, récurrent. Parce que là, je sais que Olivier Norek aime bien tirer des traits, bon, il a eu une saga, mais il aime bien se renouveler. Voilà, qu'est-ce qu'il en est un petit peu de vous tous ? Est-ce que vous vous attachez à vos personnages ? Est-ce que vous avez envie de recommencer une nouvelle aventure à chaque fois ? Voilà, qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? Merci. Tant qu'il a des choses à me dire. Tant qu'il me murmure encore des choses sur mon épaule, voilà, et tant qu'il m'amuse. Il n'y a pas de lassitude, comme disait Daniel. Ah, mais s'il y a une lassitude, je le quitte ou je le tue. D'accord. Ouais, c'est ça. Tout va bien avec... En réalité, il ne faut pas les tuer, les personnes, parce qu'ils n'ont rien fait pour ça. On ne mérite pas qu'on leur fasse. Puis, au milieu de ma série, là, j'essaie de la tuer par un crime de scène, j'ai mis une balle dans la tête. Bon, ça ne va pas, c'est en conséquence pour la suite, mais bon, elle s'en remet, puis ça donne à nouveau
elle souffle au personnage. Il y a eu quelque chose qui s'est passé à ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je t'en mets une, mais je vais te garder quand même. C'est parce que c'est lourd à traîner, un récurrent. À un moment donné, on ne sait plus trop quoi lui faire. C'est pour ça que moi j'ai fait une série, mais pas une suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toutes ces redondances qu'on doit retrouver avec le passage obligé par le mari, par les enfants, par la belle-mère. C'est très très chiant. Voilà. Et puis je faisais ce livre avec François Guérive chez Rivage, et il m'a dit, tu sais, fais attention, si tu la tues quand même, bah, tu ne peux pas revenir en arrière. Il y avait déjà des gens qui disaient, ah ben non, il ne faut pas la tuer, elle est sympa, comme c'est dommage. Et puis il me dit, rappelle-toi Conan Doyle avec Sherlock Holmes, hein, après il était obligé de faire un truc tiré par les cheveux pour le ressusciter, parce qu'il y avait des manifs devant ses fenêtres. Bon, c'est pas mon cas, hein, je vous le dis tout de suite. Personne n'est venu manifester sous mes... J'aurais voulu, hein, mais c'était pas ça. Mais... Ce serait possible de faire juste un roman sans elle oui, sans expliquer oui, ce qu'il y a non, mais eu je fais des trucs sans elle. L'histoire Burma, je l'ai pas mise dedans. Oui, mais... manquerait plus que ça. Non, bien sûr que je peux faire des choses sans elle. Mais là, je sais pas, peut-être que je vais finir par l'arrêter. C'est pas si important que ça, en réalité. C'est plus important, je pense, pour les gens qui s'y attachent que pour nous. Et je suis d'accord avec Nadine, c'est vraiment, quand elle me gonfle trop, d'ailleurs, je l'ai mis de parenthèse, c'était un peu extrême quand même. Mais je peux aussi faire qu'elle soit en retrait. Il y a une psychocriminologue, là, dans Tabou, par exemple, Marion, elle est très en retrait par rapport à la psy, parce que je voulais développer ce personnage. Voilà, puis après elle revient un petit peu. Quand sa fille est au casse-pied, je l'envoie aux États-Unis, en vacances. Ça, c'est la liberté de l'auteur. Oui, on va le rendre cinglé, on peut faire qu'il se balade à poil subitement dans la rue et qu'on les enferme pour quelques mois. Comme ça, nous, on est tranquille. On est un peu des dieux, vous savez. Hein. On fait ce qu'on peut.